évidemment, c'est vous qui allez discuter avec elle. Moi, je suis le lanceur, le booster. Il y a 3 questions. La première, c'est où? Donc ça, on a à peu près compris où c'était. C'est très loin d'ici, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi la Papouasie? La troisième, c'est comment? Mais après, c'est à vous. La Papouasie, c'est un pays que je ne connaissais pas, mais quand j'étais petite, je rêvais d'aller dans la jungle à la rencontre de tribus que j'avais complètement fantasmées. Et puis, par tout un concours de circonstances, ma vie s'est à rencontrer la Papouasie. Un jour, j'ai décidé d'aller là-bas. C'est un pays qui m'a fascinée parce que c'est un pays qui est à l'autre bout du monde et un des derniers endroits à avoir été exploré par les Occidentaux. Donc là, les Highlands de Papouasie, c'est le premier contact avec le monde extérieur, c'est 1930. Et la première fois que je suis allée là-bas, je suis allée chercher, comme ces touristes du Goro Cacho, un monde complètement fantasmé, des survivants d'un paradis perdu. Et je me suis heurtée à un pays infiniment plus complexe et violent que ce que j'avais imaginé, en pleine crise identitaire, sous couvre-feu permanent. Et je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était l'influence qu'on avait là-bas et comment on était en train de vraiment bouleverser cet endroit. Et voilà, et donc j'ai commencé à m'intéresser d'abord à une petite ville minière bâtie à l'australienne, à l'ouest de la Papouasie. Et à ce moment-là, c'était en 2009 je crois, j'ai entendu parler d'ExxonMobil, donc géant pétrolier américain, qui était en train de s'installer dans les Highlands pour aller exploiter le gaz naturel. Et je me suis demandé, on parlait d'une société tribale, encore guerrière, qui allait être inondée de millions. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça fait, en fait, une société tribale qui devient dépendante au monde occidental, qui est sous perfusion et qui reçoit comme ça de l'argent. Qu'est-ce que ça fait d'entrer aussi brutalement dans le système monétaire? Et donc c'est là que m'est venue l'idée de ce film, que j'ai commencé à y aller, et en fait l'argent n'est jamais arrivé. Donc c'est devenu un film sur les promesses non tenues. Et au milieu de tout ça, donc t'es arrivé, tu t'es présenté, t'as dit bonjour, comment ils t'ont accepté? Donc ça a pris pas mal de temps, mais en gros je suis arrivée là-bas avec quelques contacts. Et d'abord j'ai dormi dans le site de construction. En fait le site d'ExxonMobil est encore en construction. Et j'étais avec des gens qui squattaient, en fait des locaux qui squattaient le site pour faire croire qu'ils étaient les propriétaires terriens et donc pour toucher les royalties. Et voilà, et donc je me suis retrouvée là-dedans. Et en fait je me souviens que tous les jours, en fait des dizaines d'hommes venaient me voir en uniforme de chantier pour me faire part de leurs doléances et pour me faire part de leur colère. Et tout à coup je devenais une espèce de messager en fait du monde extérieur. Ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été aussi acceptée si facilement, très vite ils m'ont appelée White Mary pour Walk About, la femme blanche qui marche, parce qu'en fait je suis arrivée dans un petit minibus à pied, sans voiture, contrairement aux employés aux blancs qui étaient dans des convois aux vitres grillagées et qui ne s'arrêtaient pas. Je parlais leur langue, j'ai partagé leur repas, etc. Et en fait c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est ça qui les a touchés et qui a fait qu'ils m'ont acceptée. Et donc dans un premier temps tu dis les hommes. C'est plutôt les hommes qui t'ont accueilli, et en fait, dans le film, c'est beaucoup de femmes avec qui tu es en relation. Comment ça s'est passé? Évidemment, en étant une femme, j'ai plus facilement accès aux femmes aussi, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. En fait, c'est pareil, on est dans une société patriarcale où vraiment la femme doit se taire face à l'homme. Et elle doit en permanence soutenir le propos de l'homme. Donc en fait, c'est difficile aussi pareil de voir les personnalités des femmes se révéler dans ce monde. Et sauf que petit à petit, on se rend compte que les femmes sont extrêmement fortes, elles sont extrêmement touchantes et bien plus fortes qu'on le pense, et d'ailleurs elles ont pas mal marre des mecs. Et, surtout qu'ils sont complètement fragilisés eux, dans tout ce rapport avec ExxonMobil. C'est ça, et eux finalement parlent et vont chercher l'argent mais ne ramènent jamais d'argent, pendant qu'elles finalement sont beaucoup plus dans le concret en fait aujourd'hui. Ouais. C'est une question qui porte sur les jeunes, parce que moi ce qui m'a marqué c'est les regards qui étaient déjà très contrariés et très durs. Est-ce que tu as pu t'entretenir avec eux et savoir comment ils se sentent, en fait, leur avenir, s'il est compromis, enfin, comment... Il y avait toute une séquence, en fait, avec les enfants, où on leur avait posé des questions, en fait, c'était assez édifiant, c'est-à-dire que leur vie est faite de guerre, donc je me souviens que ça, c'était quelque chose qui les marquait énormément, qui les avait beaucoup marqués.
Et après, quand on leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, ils disaient bah, bosser pour Total, ExxonMobil ou être pilote d'avion. Enfin, vraiment des choses de notre monde, quoi. Moi, ma question, c'était par rapport justement à la fin du film, quand il parle du rapport à la magie, forcément dans le clan. Et je me demandais s'il restait encore des... Je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est des chamans? Quel rapport ils avaient justement à la croyance Je crois qu'on voit à travers le film, on voit qu'ils en parlent tout le temps. En fait, ils sont obsédés par cette histoire de prophétie. Le personnage de la fin et le personnage du début, tout le monde ne le reconnaît pas, mais... Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, il parle à la première personne. C'est-à-dire qu'il fait référence à la prophétie, au prophète, mais il se met à la place du prophète, il parle au présent parce qu'en fait, il incarne le prophète. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui nous dépasse. Donc la magie, elle est toujours là, mais évidemment, elle se heurte au pragmatisme et au cynisme du monde moderne et d'ExxonMobil. Et voilà, plus ça va, plus ça s'évanouit. Après, c'est une histoire qu'ils n'ont cessé de me répéter et qui les hante. Mais quand tu démarres ce film, tu veux aussi confronter les spectateurs au confort occidental d'un point de vue énergétique qui provoque cette exploitation-là, quoi. Je crois qu'on est tous complices malgré nous de ce qui se passe. Encore plus maintenant qu'il y a 3 ou 4 ans, quoi, j'ai l'impression. Oui, c'est peut-être plus conscient en tout cas, mais après on est tous en train d'utiliser l'électricité. Enfin voilà, évidemment, mon idée c'est pas de porter comme ça un jugement culpabilisateur sur ce qu'on est, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait c'était de voir, on parle beaucoup du coût environnemental, mais on parle très peu du coût humain. Et de ce qu'on fait à ces sociétés, à ces peuples. Et là on est vraiment face à un peuple qui est en train de sentir qu'il est en train de disparaître et qui est en train qui a un grand besoin de pousser un cri et de dire au monde on existe, prenez-nous au sérieux. Et moi, il me disait mais dis au monde, enfin c'est ce vieil homme qui dit raconte ce qui se passe, raconte parle de nous en fait, et qu'il y a un impossible dialogue entre nous et qu'en fait ça nous permet juste de détourner le regard sur ce qui se passe 140 km plus loin, là où en fait on est en train de tout détruire. Et voilà, je crois que c'était ça l'histoire que je voulais raconter avec ce film.